Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver. Une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la présidentielle française. À une semaine du premier tour, que déduire de cette campagne hors norme, mouvementée, un peu folle? La presse internationale a les yeux rivés sur cette élection dans un contexte géopolitique tendu. Après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, la France confirmera-t-elle une tendance mondiale au populisme? Incertitude, 4 candidats sont donnés au coude à coude. De nombreux électeurs sont encore indécis, d'autres n'iront tout simplement pas voter. La rupture avec la classe politique est-elle consommée? Les affaires ont-elles englouti le débat d'idées? Enfin, comment la présidentielle française va-t-elle influencer les partenaires européens, africains et d'outre-Atlantique? Autrement dit, vers quel avenir les Français vont-ils se tourner? Et pour commenter, décrypter, analyser les enjeux de cette élection, voici tout de suite nos kiosqueurs. Mélissa Bell, grand reporter, correspondante à Paris pour la chaîne américaine CNN, auparavant et pendant 10 ans sur la chaîne France 24 en anglais et en français. Vous avez démarré votre carrière en Grande-Bretagne, où vous avez notamment travaillé pour la BBC. Roland Carroll, politologue, enseignant et chercheur à Sciences Po Paris, fondateur de l'Institut de sondage CSA que vous avez dirigé jusqu'en 2008. Fin connaisseur de la vie politique française, vous avez publié plusieurs ouvrages, dernier en date sorti le mois dernier, Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance chez Grasset. Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent sous l'angle politique, sociétal et culturel. Dans votre dernier numéro, dossier spécial sur la présidentielle française, Vue d'Afrique. Et puis Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir, quotidien généraliste belge, où vous êtes entrée en 84. D'abord journaliste, puis chef du service économique et rédactrice en chef. Voilà pour le plateau à Paris. Nous retrouverons aussi des confrères journalistes à Bruxelles, à Londres et à New York. Merci à vous 4 d'être ici pour commenter donc, cette échéance qui arrive dans une semaine. Vous pouvez faire de même depuis chez vous sur les réseaux sociaux. Le hashtag, le mot dièse, kiosque sur Twitter. Et puis évidemment, il y a aussi notre page Facebook. On vous y attend. Quand de jeunes candidats à l'élection des délégués d'une classe de primaire ressemblent étrangement à ceux de la présidentielle, Benoît, Emmanuel, François, Jean-Luc et Marine se présentent devant leurs petits camarades. Moi c'est François et je voudrais qu'on travaille plus pour avoir les meilleures notes des CM de toute l'école. Ok, moi c'est Jean-Luc. Et François il dit n'importe quoi. Il y a trop de devoirs, donc je dis vive la récré. Ouais. Moi c'est Benoît. Je trouve qu'il y a trop de devoirs aussi et donc pas assez de récré. Monsieur, vous voulez copier sur moi? C'est vrai. Qu'allez-vous les enfants, hein? Marine. Alors moi je propose qu'on favorise notre classe, les CM2A par rapport aux autres CM2. Parce que je les aime pas. Ok, Emmanuel? Bah moi c'est Manu. Je suis un peu d'accord avec François, mais c'est pas bête ce que disent Benoît et Jean-Luc. D'accord. Quelqu'un dans la classe qui veut poser une question à nos candidats? Oui, Diane? François, c'est vrai que t'as donné les crayons de couleur du CM2A à ton amoureuse du CM2B? Bah oui, mais en même temps elle le méritait, hein. Elle nous avait aidé à faire la frise chronologique pour le cours d'histoire. Excusez-moi, monsieur le duc, il faut que j'accompagne la petite Marine chez monsieur le directeur. Apparemment, ça fait 2 ans qu'elle aurait pas rendu les crayons de couleur à la bibliothèque. Quoi? On est en pleine élection là, je viendrai pas, c'est un complot! C'est vrai, on peut peut-être attendre la fin des élections pour toutes ces histoires de crayons de couleur, hein. Bon, ok, Marine, mais il faudra passer plus tard. Sale voleuse! C'est François le voleur! Non! Enfin, si, mais Manu est pas net, hein. Bon, c'était très serré, hein? Par contre, Jean-Luc et Benoît, vous auriez peut-être dû vous accorder avant. Bon, bref. Le ou la nouvelle déléguée de la classe est... Vous savez ce qu'on dit, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Plus de 2,5 millions de vues sur YouTube pour cette vidéo du collectif d'humoristes Lollywood. Mais évidemment, c'est une bonne entrée en matière pour parler de cette campagne pour laquelle il reste à peine quelques jours. Comment la France en est arrivée à une campagne comme celle-là aussi inédite, Roland? Il y a eu un enchaînement d'événements. En septembre dernier, alors que les candidats prévus par les grands partis, c'était Nicolas Sarkozy et François Hollande, 86% des Français, en septembre, disaient « c'est le match dont on ne veut pas ». Et les Français se sont arrangés pour ne pas la voir. Alors, il y a eu l'épisode des primaires. Fillon a écrasé Sarkozy dans la primaire de droite. Et le président de la République, ayant décidé le 1er décembre de ne pas reconcourir, c'est Benoît Hamon, un chef frondeur anti-Hollande, qui a été... à la surprise de tout le monde, y compris à la sienne, désigné. Et donc, on a des représentants inattendus. Se sont ajoutées les dynamiques de campagne.
Marine Le Pen, qui en général adore les périodes électorales et est techniquement très bonne, n'a pas été extrêmement convaincante. Elle s'est mise à perdre 1, 2, 3, 4 points de pourcentage dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat de la gauche, très antisocialiste, a fait une belle campagne et il a dépassé Benoît Hamon. Il s'est même passé une chose absolument jamais vue dans une élection présidentielle française. Les courbes entre le socialiste Benoît Hamon et le France Insoumise Jean-Luc Mélenchon se sont croisées 2 fois, ce qui n'était jamais arrivé. Donc le jeu politique a rebattu les cartes et on en est arrivé à ce point où, disent-ils, ils sont 4 à pouvoir briguer le 2e tour, puisque nous avons cette élection unique au monde avec 2 tours. Et donc ils sont 4, tout de même 2 en tête, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 2 assez vite derrière, qui sont là et qui peuvent prétendre encore aller au 2e tour. Et cette situation intéresse tout particulièrement la presse internationale, puisqu'il y a ce contexte aussi international qu'on connaît. Béatrice, on sait qu'il y a un grand intérêt de la Belgique, c'est le cas aussi en Suisse. Les petits voisins francophones ont toujours beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe en France. Qu'est-ce qui retient l'attention des Belges ? 2 choses. D'abord, traditionnellement, on vote avec vous. Je veux dire les Belges francophones, parce que les Belges flamands suivent bien sûr l'élection française, mais ont beaucoup plus suivi à un moment donné l'élection aux Pays-Bas, parce qu'elle a plus de résonance sur leur propre électorat. Et ils ont l'impression que ça influence davantage le vote de leurs concitoyens. Ça dit plus de ce qu'ils vont devenir eux-mêmes. Mais côté francophone, il n'y a pas une soirée organisée au premier tour, au second tour. Vous n'aurez personne. Tout le monde est devant les télés, tout le monde regarde les débats. Donc je pense qu'à part les Français, les mieux informés sur la campagne électorale française sont les Belges francophones. Et ils votent eux-mêmes. Et nous, par exemple, au soir, on a demandé cette semaine aux hommes politiques belges pour qui ils voteraient. Et donc l'idée était que du spectre politique, c'était Macron qui ressortait, même notamment chez les libéraux qui traditionnellement sont dans le groupe du PPE, qui est le même groupe que le Parti républicain, qui en même temps ont beaucoup soutenu Sarkozy à l'époque et qui aujourd'hui votent Macron. En fait, Macron est le chouchou général, sauf des socialistes, parce qu'il correspond finalement un peu à la composition généralement de la politique belge. On fait des gouvernements de compromis entre gauche et droite, donc il a quelque chose de très séduisant. Il est beaucoup venu chez nous aussi, il est beaucoup venu s'exprimer en Belgique. Et par ailleurs aussi, les Belges francophones restent profondément pro-européens. Et là, dans la dernière ligne droite, ceux qui avaient un peu un doute se disent que finalement, Macron, c'est quand même celui qui va bétonner l'Europe. Et ça, on y tient beaucoup, parce qu'on aime l'Europe et parce qu'on aime l'idée que ce qui tient Bruxelles, c'était quand même la capitale de l'Europe. On sait que la politique française intéresse aussi beaucoup en Afrique, notamment au Maghreb, en Afrique de l'Ouest. Comment elle est perçue, cette campagne là-bas ? Est-ce qu'il y a un chouchou ici qui se détache ? Je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, parce que, disons, schématiquement, en Afrique, on aime bien les choses légitimes. On aime bien les gens qu'on connaît. On aime bien les candidats qu'on a déjà vus. On aime bien les hommes politiques avec qui on a déjà discuté, avec qui on a peut-être même fait quelques affaires un jour ou l'autre, avec qui on a une espèce de complicité, etc. Et donc là, forcément, avec un Emmanuel Macron qui n'est pas du tout un personnage, j'allais dire, de cette plus ou moins légendaire, mythique France-Afrique, déjà c'est compliqué. Donc on n'a pas les liens, on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Marine Le Pen est un candidat qui est connu parce qu'elle est sur la scène politique française, mais à part quelques coups d'éclat comme la visite au Tchad, etc., ça reste quand même un personnage très marginal dans l'éthos africain et qu'on n'aime pas. Et Benoît Hamon, on ne sait pas du tout qui c'est. Et donc on est face à cette France qui est quand même un partenaire malgré tout essentiel, qui est économique, culturel, social, qui est là et qu'on ne connaît plus. Et il y a beaucoup d'interrogations sur ce que ça va devenir et quel rapport on va avoir avec eux. Et la dernière chose, c'est qu'il y a aussi encore en Afrique, et en particulier dans les sociétés civiles, une espérance de la France romantique, celle des droits de l'homme, celle des idées, celle du débat démocratique, celle de l'avancée, celle du changement, de la révolution, etc. Et cette France, il ne la retrouve pas. Il la retrouve dans aucun des personnages. Même quelqu'un comme Mélenchon ne l'incarne pas vraiment au niveau international. Donc, il y a, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qu'on croyait connaître ? Les Africains s'interrogent aussi un petit peu. Et on ne sait plus qui il est. On a tous en tête l'élection de Donald Trump aux États-Unis que pour ainsi dire, personne n'avait vu venir. Est-ce que du coup, cette élection française intéresse particulièrement les Américains à l'aune de ce qui s'est passé chez eux ? Oui, particulièrement les Américains et puis plus globalement la presse anglo-saxonne, et pour des raisons très différentes. Nous, ce n'est pas une question de proximité, c'est plutôt une question de continuité de cet énorme
désir de rupture, de changement qu'on a vu s'exprimer en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et qu'on attendait en France sous on voyait dans Marine Le Pen l'incarnation de ce désir de changement. Donc nous allions suivre, et les décisions ont été prises depuis très longtemps, de venir suivre de beaucoup plus près les fortunes électorales de ce candidat particulier. Ce qui me fascine, c'est qu'en fait ce changement est infiniment plus profond que simplement ce qui se passe avec Marine Le Pen. C'est que quelque part ce changement s'est déjà opéré. C'est pour ça que cette campagne est fascinante. Ces 11 candidats qui annoncent chacun une rupture, ou beaucoup d'entre eux annoncent une rupture assez fondamentale pour la France, avec des variétés entre eux d'alternatives radicalement différentes de ce qui s'est passé avant, très différentes encore. Et le problème des sondages, encore une fois, qui risque de nous laisser jusqu'à la dernière minute sans véritable idée de ce qui peut en sortir. Tout ça, ça rend cette élection fascinante. Et là, je me tourne naturellement vers vous, Roland Carroll. Je rappelle que vous avez publié le mois dernier Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance chez Grasset. Pourquoi l'élection de la dernière chance ? Pourquoi ? Parce que si vous prenez ces 40 dernières années et que vous prenez la succession des élections générales, législatives ou présidentielles, dans l'ordre où elles arrivent, depuis 40 ans, les Français sont le seul pays occidental qui ait toujours sorti les sortants. C'est dire à quel point, depuis 40 ans, les Français sont en colère contre le manque de réalisation du pouvoir en place, quel qu'il soit. Et les Français, ils ont le sentiment qu'ils ont joué le jeu. Ils ont voté à gauche avec les communistes, ils ont voté à gauche sans les communistes, ils ont voté à droite, ils ont voté pour la cohabitation, ils ont voté contre la cohabitation, et ils ont le sentiment que, alors qu'eux, ils ont fait l'effort, les politiques, eux, n'ont jamais fourni. Donc en fait, eux votent pour le changement de façon assez radicale et depuis plus longtemps. Absolument. Et donc ils n'en peuvent plus. Ils ont le sentiment que leur problème principal, qui est celui du chômage, le chômage est arrivé en premier rang des préoccupations françaises en janvier 1981. Et depuis, c'est toujours leur problème principal. Il n'a été battu que pendant quelques mois par la sécurité en 2007, mais c'est toujours le problème principal, et les Français ont le sentiment qu'aucun gouvernement n'est capable de s'y attaquer. Mais si c'est l'élection de la dernière chance, qu'est-ce qui va se passer alors ? Alors, il peut se passer... Ils risquent d'être servis, là, peut-être, les Français. Alors, voilà, ceux qui voulaient le changement, en tout cas. Voilà, toute la question, là, parce que les Français, à la fois, ils s'étaient beaucoup habitués à cette 5e République, un système majoritaire, la même majorité pour le président, pour le gouvernement, pour l'Assemblée. Et pendant 5 ans, on ne parle pas à l'opposition, on attend la revanche 5 ans plus tard. Et ça, les Français n'aiment pas, parce que à la fois, ils se sont habitués à ce match gauche-droite dans tous les deuxièmes tours, ou à peu près, et en même temps, ils disent aux sondeurs... En nette majorité absolue, il y en a assez de cette guerre de religion permanente de la gauche et de la droite. On vit une crise, notamment sur le plan économique, que les gens un peu raisonnables se mettent autour de la table et travaillent ensemble. On appelait ça jadis, sous la Troisième République, couper les deux bouts de l'omelette. Donc l'un des enjeux, c'est celui-là. Est-ce qu'on va pouvoir échapper, si on a un second tour comme aujourd'hui, semble-t-il, dans les sondages Macron-Le Pen, ça veut dire que les deux grands partis gouvernementaux traditionnels de la gauche et de la droite ne seront même plus au deuxième tour, ce qui n'est absolument jamais arrivé. Il a fallu tout un enchaînement de circonstances pour ça, mais on est devant une élection qui est une dernière chance pour le fonctionnement actuel de la Ve République. On entre peut-être dans une nouvelle République sans le dire. Parce que j'ai un ami qui a connu... les premières heures de la Ve République, qui me disent que c'est quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé justement à la naissance de la Ve République. C'est quelque chose qui ressemblerait à un bouleversement qui avait été amorcé en mai 68, mais qui a échoué en partie. Et on est dans cette espèce de tempo presque révolutionnaire, avec peu de modes d'emploi. Parce qu'on parle toujours de cette présidentielle, on n'a aucune idée de ce qui pourra se passer aux législatives derrière, selon qui va être au deuxième tour. On ne sait pas du tout comment les gens vont réagir. Il y a des menaces extérieures quand même. J'ai vu ce matin que ça revenait d'actualité sur le scrutin lui-même. Donc on est quand même dans un espèce de schéma où toutes les cartes sont ouvertes. Tous les binômes au deuxième tour sont théoriquement possibles, si on laisse faire les gens. Oui, même si ce qui est quand même patent, c'est que sous des formes différentes et spécifiques à la France, ce qui se passe ici, on le sait, c'est ce qui traverse toutes les sociétés occidentales aujourd'hui. On a des populations qui sont fatiguées de ne pas avoir de résultats et qui sont confrontées à des enjeux énormes et dont elles ne voient aucune solution venir d'aucun corps constitué politique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'ONU. On voit ici toute la polémique sur la Syrie. À un moment donné, on retrouve dans les schémas classiques où on a la Russie, les Américains, et puis personne ne décide. On va voter, on ne va pas voter, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Au niveau de l'Europe, c'est exactement la même chose. La crise des migrants n'a fait finalement que faire exploser le sentiment de ras-le-bol de « il n'y a pas de solution, personne ne s'entend jamais ». Et au niveau des pays individuels, c'est la même chose. En Belgique, on a même le même sentiment dans une configuration politique qui était la configuration que la France doit peut-être mettre en place, où on avait la gauche et la droite qui gouvernaient ensemble.
ensemble. Eh bien non, on a un parti nationaliste en Flandre qui est en train de marquer des points parce qu'il est en train de mettre l'accent sur l'identité et les solutions simples. Et c'est ce qui inquiète aussi, cette situation en France inquiète en Europe. On va tout de suite partir dans le réacteur de l'Europe je veux juste à faire une Bruxelles. petite correction parce que j'ai dit que le MR faisait partie du PPE, pas du tout. Le MR a soutenu, les libéraux chez nous ont soutenu les Merci Sarkozy. pour la précision. Merci de l'avoir précisé. On enchaîne, on part à Bruxelles puisque l'Europe était au cœur de cette campagne. On retrouve Jean Quatremer, le correspondant du quotidien français Libération à Bruxelles. Bonjour Jean, bienvenue. Merci d'être avec nous. Pour ou contre, l'Europe est un des thèmes essentiels de cette campagne présidentielle en France. Est-ce que l'Europe panique, comme on a pu le lire ici ou là? Est-ce que le sort de l'Union européenne est entre les mains des Français? Oui, absolument. C'est même l'enjeu majeur de cette élection. Il faut bien voir que dans le carré final qui est donné, donc Le Pen, Macron, Fillon et Hamon, pas Hamon, excusez-moi, je dis une bêtise, et Mélenchon désormais, non mais ça paraît tellement dingue. Je veux dire, on a un candidat fasciste, un candidat communiste qui font jeu égal avec des candidats républicains. J'avoue que c'est sans précédent. Donc on a un peu de mal à se rappeler les noms dans l'ordre. Effectivement, sur ces 4 candidats, il y en a 2 qui sont clairement pour la fin de l'Union européenne, pour la sortie de l'OTAN, pour je dirais une alliance avec la Russie de l'autocrate Poutine, une renégociation des frontières en Europe de l'Est, un peu comme on l'a fait à Munich en 1938 au nom de la paix, dirait-on. Vous avez un François Fillon qui est sur cette ligne-là concernant Poutine, mais qui lui ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, mais qui est pour une Union européenne, je dirais l'union des États-nations. C'est-à-dire c'est un remake de Gaulle 1960 et un remake, je dirais, mal compris de ce qu'était De Gaulle à l'époque, dans un monde qui a totalement changé, évidemment, depuis 1960. Donc je dirais qu'ici à Bruxelles, et je crois que c'est vrai dans la plupart des capitales européennes, qui ont des partis de gouvernement à peu près normaux à leur tête, donc en dehors de la Grande-Bretagne, tout le monde vote Macron des 2 mains et des 2 pieds. C'est-à-dire que la question ne se pose même pas. C'est vrai que Macron n'a pas un programme européen particulièrement clair, mais en tous les cas, il ne veut pas remettre l'acquis en cause, il veut développer davantage l'intégration européenne, il veut davantage développer la zone euro, et il ne veut en aucun cas faire exploser ce qu'on a fait depuis 70 ans et qui a permis à l'Europe d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la première puissance économique et commerciale du monde, contrairement à ce que croient les Français. Et est-ce que les candidats ont une analyse fine de ce qu'est l'Europe aujourd'hui en 2017 ? Vu de Bruxelles, bien sûr, c'est intéressant. Disons que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon vivent dans un monde qui n'existe pas. Je veux dire que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon nous expliquent que c'était mieux avant. Le problème, c'est que personne ne comprend très bien ce qu'ils veulent dire par le « avant ». Qu'est-ce qu'ils veulent précisément ? Je veux dire que, par exemple, avant, c'est quoi ? C'est alors la construction communautaire commence en 1950. Est-ce que c'est la période 45-1950, au moment où l'Europe était ruinée ? Non, je ne pense pas. Donc est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale ? Je ne pense pas non plus. Est-ce que c'est l'Europe d'après 1929, donc celle qui a été ravagée par une des plus graves crises financières et économiques que le monde ait connues? Non, je ne pense pas non plus, c'est de la Première Guerre mondiale. Bref, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Alors Mélenchon nous explique, lui, il veut une Europe à la française, il veut le retour de l'Empire napoléonien en quelque sorte, puisqu'il veut une Europe qui soit faite sur le modèle qu'il propose. Une banque centrale européenne qui imprimerait de la monnaie, en gros les autres pays européens adoptant la fiscalité à la française, etc. Donc c'est quoi ce monde dont rêvent ces 2 candidats extrémistes? Alors François Fillon, lui, c'est plus connu, puisqu'on a déjà eu des présidents qui considéraient que, par exemple, tous les pouvoirs devaient revenir au Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, Nicolas Sarkozy par exemple, mais De Gaulle aussi il y a 40 ans. Mais il y a un côté, on a l'impression que ce sont des gens qui n'arrivent pas à accepter le monde tel qu'il est aujourd'hui, où la France est une puissance moyenne dans le monde, une puissance plus déterminante au sein de l'Union européenne, mais qui doit parvenir à des compromis avec 26 partenaires. La France n'est pas seule, ni en Europe, ni dans le monde. Merci Jean pour ce regard depuis Bruxelles. On rappelle votre dernier livre qui est sorti à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome. Très important, comme vous le dites. Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques chez Calman Levy. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse retourner à votre chasse aux œufs bruxelloise. À très bientôt, Jean. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe, ça aurait été le thème peut-être central de cette campagne présidentielle, de façon peut-être même un peu étonnante ? Mais ça l'a été comme ça l'est partout. C'est-à-dire que c'est devenu paradoxalement un sujet
populiste parce qu'il est de bon ton de dire qu'elle ne fonctionne pas, ce qui est quand même assez patent dans de nombre de domaines. Et quand il disait les gens, on ne sait pas quelle Europe ils veulent, ceux d'avant, mais tout le monde s'en fout, ceux qui vont voter, ils veulent juste plus de l'Europe telle qu'elle est maintenant. Parce que ceux qui vont voter pour parti ne se souviennent pas très bien des débuts, ne savent plus très bien ce qui est le positif. Et il faut reconnaître, on le dit à chaque fois qu'on parle de l'Europe, mais que les chefs d'État démocratiques sont en cause sur ce désaveu de l'Europe parce qu'ils ont œuvré depuis des années pour dénigrer le fonctionnement de l'Europe dès lors qu'ils retournaient chez eux. Et plus globalement, pour revenir à la fin des propos de Jean Quatremer, c'est vrai que toutes ces colères qu'on a vues dans les Grande-Bretagne, aux États-Unis, qu'on risque de voir maintenant en France, qui s'expriment maintenant, peut-être, elles existent depuis plus longtemps en France, mais elles vont s'exprimer avec d'autant plus de colère, puisque la crise économique, tous ces problèmes économiques d'abord qu'on a vus dans ces problèmes, toute cette partie de la population qui s'est sentie oubliée par les élites au pouvoir, dont on imaginait le consensus éternel et être l'aboutissement de quelque chose, cette espèce de révolution, cette colère qui s'exprime maintenant, elle est ancienne, mais beaucoup plus importante depuis quelques années. Et bien sûr, ce contre quoi on se tourne, c'est ce qui est en place. C'est ce qu'on tient pour responsable de tout ça. Donc en l'occurrence, l'Europe. C'est vrai que l'Europe est essentielle. Parce que la France cherche son rôle finalement dans le monde, sans vraiment comprendre quel pourrait être ce rôle aujourd'hui. Quand on sort des frontières, les gens nous regardent avec la bouche un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire que les gens se disent, voilà quand même une construction unique. Dans l'histoire du monde, je parle par exemple du bassin sud, hein, toute la Méditerranée, l'Afrique et même beaucoup plus loin. Ces gens sont parmi les plus riches au monde, sont les mieux protégés au monde, sont les mieux éduqués au monde, sont ceux qui se font plus la guerre depuis quand même plus de 60 ans, avec un passif de guerre quand même lourde. Ils ont un niveau de vie qui est pratiquement inégalé puisque tout le monde se précipite pour passer leurs frontières et pour venir y vivre au péril de leur vie. Et les gens de l'intérieur ne le comprennent pas. Ces Européens ne comprennent pas qu'ils sont des gens privilégiés et qu'ils ont beaucoup plus à apporter au monde que de détruire leur propre système. Et le deuxième point intéressant quand on regarde de l'extérieur, c'est la remise en cause de la globalisation et de la mondialisation et du commerce. Parce que derrière la destruction de l'Europe et derrière le populisme, etc., il y a une contestation majeure de ce qu'est la globalisation. Or, si on regarde sur les 50 dernières années, qu'est-ce qui a fait sortir une grande partie du tiers-monde du tiers-monde? C'est cette globalisation. C'est les marchés, c'est le libre-échange qui a permis à des centaines de millions de gens du Sud de sortir de la pauvreté parce qu'ils se sont inscrits dans un schéma économique mondial. Évidemment, ils ont créé de la concurrence. Évidemment, ils ont menacé les emplois européens et américains et anglais, etc. Mais il y a une véritable angoisse aujourd'hui dans ces mondes émergents d'une remise en cause même du système économique. C'est très clair quand on regarde les candidats. Pour revenir à ce que vous disiez avant, la fin de la gauche, le clivage gauche-droite, c'est ouverture, fermeture. C'est bien ce qu'on voit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon de l'autre côté. Roland Carroll ? Oui, je voulais peut-être réagir sur deux points. Le premier pour dire que l'une des raisons pour lesquelles la colère a monté très fort, c'est quand même l'irruption des affaires politico-financières et de la corruption. On a pendant très longtemps dit, écrit, qu'au fond, les Français s'en fichaient. Ils disaient au Café du Commerce, les hommes politiques, ils s'en mettent plein les poches. On va y revenir dans un instant. Mais ça n'avait pas l'air de jouer sur leur vote. Et ce coup-ci, ça a visiblement joué sur l'effondrement des sondages pour Fillon et probablement pour la baisse aussi de Marine Le Pen. Pourquoi ça a pris aussi longtemps ? Et oui, c'est vrai. On a été un petit peu lent là-dessus. On leur a passé longtemps ça, comme si c'était une contrepartie qu'on pouvait accepter. C'est fini. Désormais, il y a un besoin de transparence et de contrôle. Et la deuxième chose... Excusez-moi, parce que je pense aussi, si je peux me permettre, que la presse en France, pendant très longtemps, n'a pas tout à fait joué son rôle et qu'il y a une presse nouvelle qui est ressortie, c'est toujours l'émergence de Mediapart qui est mise en évidence, mais qui a changé la donne de la manière dont on a regardé le monde politique. Absolument. On a désormais des juges et des journalistes, ce qui est une double bonne nouvelle. Quant à l'Europe, moi je crois comme vous que c'est le point central de cette campagne, objectivement. Si la France quittait l'Europe après la Grande-Bretagne, qu'est-ce qui resterait de l'Europe? Tout serait par terre. Mais ça n'est pas le point essentiel pour les électeurs français. Et ils n'ont pas le sentiment que l'élection présidentielle est dominée par cette question. Les gens qui votent pour Marine Le Pen ne votent pas contre l'Europe d'abord. Loin de là, ils votent essentiellement pour renverser la table, pour dire non, non, non à tous les autres. Le vote Front National, le vote Marine Le Pen est resté un vote protestataire. Avec une obsession migratoire, quand même. Bien sûr, mais quand on proteste, en général, c'est la faute des autres, et donc c'est la faute des immigrés.
Mais Mélenchon, c'est pareil. Mélenchon, on ne vote pas parce qu'il serait réticent envers l'Europe. On vote parce qu'il est censé défendre les valeurs de justice sociale de la gauche. Justement qu'on parte au pays du Brexit, comme on peut l'appeler depuis 10 mois. L'élection intéresse tout particulièrement les Britanniques. Direction Londres, donc, on retrouve John Henley, journaliste au quotidien britannique The Guardian. Bonjour John, merci d'être avec nous depuis Londres. La présidentielle française est observée chez vous, j'imagine, en miroir avec ce Brexit. Tout à fait. Oui, en fait, on est fasciné par cette élection, pas comme par aucune autre élection que dans mon expérience. Et si c'est le cas, c'est essentiellement, je pense, à cause de la possibilité d'une présidente Le Pen. Ça intéresse les Britanniques des deux côtés du débat sur le Brexit. Ceux qui étaient pour le Brexit verraient en une victoire Le Pen, une sorte de justification après coup du Brexit. Ils pourraient se dire, bon, l'Europe, de toute façon, c'était fini. Voilà, on a une anti-européenne dans l'Élysée, donc voilà, il n'y a pas de problème. On a eu raison pour voter Brexit. Ceux qui étaient contre, évidemment, verraient en une victoire de Marine Le Pen la fin possible de l'Union européenne. Alors, selon nos confrères de Politico, les libéraux démocrates et même Tony Blair chez vous ne cachent pas leur intérêt pour la campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un modèle qu'ils espèrent reproduire chez vous ? Tout à fait. Je pense que Macron, il y a deux ou trois raisons pour lesquelles cette élection nous fascine. Les Anglais, d'abord Marine Le Pen. Deuxièmement, certainement, c'est Macron. C'est la présence de Macron, l'avancée de Macron. On voit, nous, en Macron, une sorte de jeune Tony Blair, avant ses problèmes avec l'Irak, etc. Problème pour nous, chez nous, évidemment, c'est que plus personne n'écoute Tony Blair en Grande-Bretagne maintenant, justement à cause de l'Irak. Mais lui, il n'arrête pas de marteler depuis plusieurs années qu'il existe un bloc d'électeurs assez important, genre 40-45% des électeurs, certainement en Grande-Bretagne, peut-être aussi en France, et c'est ces électeurs-là que cherche Macron. Mais il existe ce bloc d'électeurs, on va dire, raisonnable, normal, qui disent « moi, j'aimerais bien que ça soit bien géré, que l'économie soit gérée, on va dire, un petit peu à droite, que la politique sociale soit un petit peu à gauche. » Et en ce moment, en Grande-Bretagne et en France, où est-ce qu'ils peuvent aller, ces électeurs-là? Ici, en Grande-Bretagne, ils sont partagés, ils sont déchirés entre un parti conservateur relativement à droite et un parti travailliste relativement à gauche. Et justement, donc, le parti travailliste, il y a une autre comparaison en Grande-Bretagne, c'est Jeremy Corbyn avec Jean-Luc Mélenchon qui intéresse aussi. Avec Mélenchon, absolument. Et ce qui est intéressant aussi, évidemment, ici, c'est la réussite, ou la réussite pas encore, mais la présence de ces gens-là en tête des sondages qui, en fait, qui courent contre leur parti. Ça, c'est fascinant qu'on a Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon qui ne font pas partie d'un parti traditionnel de centre-droite, de centre-gauche, de ces partis du mainstream, comme on dirait, qui ont géré la France et aussi quasiment partout en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et voilà, qui maintenant sont considérablement affaiblis. Merci John, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Londres. Bon week-end de Pâques à vous, merci encore. Vous vouliez réagir, Béatrice, à ce que disait John ? Roland, en fait, parce que on parle tous beaucoup de Macron, on se dit il y a une série de gens qui ont envie de se porter derrière ce programme un peu raisonnable, pragmatique. Est-ce qu'il y a un risque qu'on se soit trompé à ce point que lors du vote, on assiste à un effondrement de ce qu'on avait prévu? C'est-à-dire, il y a des gens qui disent qu'il y a un effet générationnel derrière Macron avec des gens qui ont vraiment envie qu'un homme comme ça arrive au pouvoir. Est-ce qu'il y a un risque qu'on se réveille en se disant mais finalement personne ou pas le nombre attendu va voter pour lui?
Tout est possible. Tant que le dernier bulletin n'a pas été mis dans l'urne, il faut se méfier. Mais pour le moment, rappelez-vous le nombre de gens qui avaient décrit le phénomène Macron comme une bulle qui inévitablement devait éclater. Elle n'a pas éclaté. Au contraire, elle s'est amplifiée. Bon, elle a, comme tous les autres, tous ceux qui sont en tête, baissé un petit peu dans la dernière période. Ça, c'est classique dans nos élections. Mais il est là. Il a imposé à la fois une image, une personnalité, avec même un petit peu de culte de la personnalité chez ceux qui l'entourent. Mais il a imposé ça, et il a imposé aussi, avec probablement cette astuce qu'il n'a pas été... On a souvent eu des candidats centristes dans les élections françaises, et ça ne marchait pas. Et Macron a compris qu'il ne fallait pas être centriste, mais central. Pas dire ni gauche ni droite, mais gauche et droite. Et c'est bien ça le vieux rêve de l'esprit public français, c'est mettre ensemble des gens qui se mettent enfin à travailler ensemble. Mais ça, pour le moment, ça marche. Moi, je connais un certain nombre de gens de ma génération qui sont fortement impliqués dans la campagne. C'est incroyable d'ailleurs, parce qu'autant on sent une déliquescence un peu du militantisme dans les grands partis traditionnels, sauf chez les mélenchonistes, chez les gens de Macron, ils tractent, ils appellent, ils sont sur les sites internet, ils vous appellent à la maison, il faut voter, etc. Et surtout, ils disent quelque chose, ils disent l'élection présidentielle, c'est pas la dernière étape, c'est la première étape de l'aventure politique d'En Marche. Et donc, déjà, les élections législatives derrière, quel que soit X, quel que soit le sort de Macron aux élections présidentielles, donc ils ont une véritable démarche. Et l'autre chose que je trouve frappante, c'est quand même le débat dans ce pays sur le jeunisme. Alors, je trouve absolument dingue que ça soit dominé souvent par l'âge de ce monsieur. Il est trop jeune. Parce qu'il est trop jeune, il ne pourra pas. Il ne peut pas être sérieux à cet âge-là. Avec ça, on est fasciné. Ce pays, ça s'est calmé. Mais au début, est-ce que ce pays est si vieux que ça, d'avoir besoin de référents qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans pour croire en l'avenir? Alors qu'en plus, on fait des bébés, on est un pays jeune démographiquement en pleine expansion par rapport à nos voisins. Donc moi, ça m'a frappé. Alors évidemment, ça a un peu changé, mais on sent quand même dans l'hésitation quelque chose. Est-ce qu'on peut confier notre destin à quelqu'un qui a moins de 40 ans? Mais on est un pays, on fait des bébés, ça c'est vrai, plus qu'aucun Européen. Mais on est toujours aujourd'hui un pays vieux. On a le suffrage universel le plus vieux de notre histoire. Donc attention, ça pèse. La réalité, parce que les vieux ne sont pas morts pendant que les bébés et eux, ils sont électeurs. On a aussi l'habitude d'un certain type d'homme politique qui a toujours... En fait, en France, on a l'impression que les hommes politiques sont recyclés sur des décennies, finalement. Donc d'avoir ce nouveau visage, donc qui est jeune, à la fois, mais qui est aussi quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui n'a pas de parti établi derrière lui. Comme vous le disiez, on a Henri Canet il y a quelques mois. Les astres se sont un petit peu alignés ces dernières semaines pour qu'il semble absolument... Les affaires l'ont beaucoup aidé, soyons clairs, puisqu'il représente aussi maintenant ce désir de changement, un coup de balai dans la classe politique. Et ça aussi, aucun centriste ne l'avait tenté jusque-là. Les affaires, vous en parlez maintenant, vous en parliez tout à l'heure, on va y venir. On repasse en revue cette campagne présidentielle étonnante avec ce qui restera comme l'un des échanges emblématiques, ce qu'on pourrait appeler le moment Poutou. C'était lors du débat entre les 11 candidats le 4 avril dernier. Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, était interrogé sur la moralisation en politique. Rappelez-vous. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi, que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche, et à côté de ça, donc, en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après vous pourrez parler, non monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord, oui. Merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi, mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire, et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Là, vous êtes pour la police. Ça illustre, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Ça reste la phrase culte de la campagne, on s'en souvient chaque campagne à la sienne, le monopole du cœur, etc. Voilà. L'immunité ouvrière, ça peut être cet équivalent-là, ça va marquer la campagne. Fillon en a fait deux aussi. Le général de Gaulle n'a jamais été mis en examen, et si je suis mis en examen, je n'irai pas à l'élection. Donc ils ont... Bon, négativement et positivement, il y a quelques phrases, heureusement, qui nous animent. C'est plus qu'une phrase, c'est quelque chose que les hommes politiques, en fait, n'ont pas voulu entendre. Voilà, la question, c'est est-ce qu'il a dit ce que les Français avaient envie d'entendre? Mais il a dit ce que les Français et beaucoup de
votants, de citoyens ont envie d'entendre. Les citoyens, je pense, et ça, le monde politique n'a pas compris ça, il s'est sédimenté au pouvoir, il a utilisé des pratiques qui étaient reconnues, tout parti confondu, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un rejet complet de la gauche, de la droite, des hommes politiques, d'où qu'ils viennent, et qui ont exercé un temps soit peu le pouvoir, parce qu'une fois qu'ils s'installent d'une manière ou d'une autre à un niveau de responsabilité, ils adoptent les codes, les nominations, les mandats. Ils ne sont plus aussi éthiques que ce qu'ils étaient lorsqu'ils avaient commencé. Et ça, je pense qu'il y a une classe, enfin que les gens, en général, et je sais bien que le terme est un peu galvaudé, mais il y a des gens. Oui, on a oublié qu'il y avait des gens. On rappelle le contexte, c'est un candidat, ça aussi c'est inédit, un candidat à la présidentielle qui est mis en examen pendant la campagne, c'est François Fillon, une autre qui est visée par 6 affaires, Marine Le Pen. La justice française s'adresse maintenant au Parlement européen pour qu'il lève son immunité. Elle pourrait être entendue là-bas. Voilà. Dans d'autres pays européens, ça ne passerait pas. Aux États-Unis, ça ne passerait pas. Est-ce qu'il y a moins d'éthique politique en France? Non, c'est sûr. Je pense que ce qui est surtout intéressant, pour reprendre ce que vous disiez et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que cette colère qui s'exprime peut-être pour la première fois en France, mais qui est ancienne, c'est ce contre quoi elle se tourne. C'est-à-dire en Grande-Bretagne, c'était l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est cette caste washingtonienne, élitiste, coupée du peuple, trop tournée vers l'extérieur. En France, qui semble se dessiner, c'est un coup de balai, une colère qui se dirige vers justement cette classe politique qui ne se renouvelle pas, qui a du mal à se renouveler et qui ne délivre pas finalement ce qu'elle a promis, qui ne donne pas au peuple ce qu'il avait demandé, ce pourquoi il avait pensé voter. Tant qu'il y avait à partager, voilà, et qu'ils en prennent un peu dans leur poche. C'est la même colère qui s'exprime contre des cibles différentes. Ziad, vous n'étiez pas d'accord? Non, je disais qu'il n'y a pas qu'en France où on peut être mis en examen. Je veux dire, en Espagne, la moitié du PP aurait dû être mis en examen. Ça les a pas empêchés. Ce que je veux dire par là, c'est que dans d'autres pays, ils ne seraient pas restés candidats. Les pays latins ont peut-être plus de tolérance à ça. Il ne faut pas non plus oublier que les principes de protection des personnalités, des parlementaires ont aussi une fonction en démocratie. Donc c'est un équilibre un petit peu complet. Moi, je trouve qu'il y a certes un ras-le-bol en France de la classe politique, certes une envie de changement, mais qui correspond surtout à cette espèce d'étrange malaise d'être français. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans cette espèce de discussion, on voudrait changer, mais on n'arrive pas à changer, on voudrait être autrement, on voudrait retrouver une sorte de gloire, mais on ne sait pas où elle est, on voudrait faire partie de l'histoire, mais on ne sait pas où ça se passe, on voudrait être un pays à l'avant-garde de la mondialisation, on a des entreprises géniales dans le monde entier, mais en même temps, on a l'impression qu'on est les losers du système. Donc c'est ça qui ne colle pas quelque part. Parce que si on se recule un tout petit peu, on a quand même encore affaire, une fois, à la 7e ou 8e ou 6e puissance économique mondiale selon le cours de la livre. On a quand même affaire à un pays qui exporte massivement. On a quand même affaire à une classe, j'allais dire, une intelligentsia, un soft power culturel qui est énorme. Et on se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces gens à tourner en rond, à accorder 40% de leur suffrage à des extrémistes de gauche ou des extrémistes de droite? Oui, vous faisiez l'interview de Marcel Gauchet, le philosophe, ce week-end dans le soir, et il disait en fait la France a perdu le sens de son universalité. Ça les met très mal à l'aise. Et quelque part, il faisait la parallèle avec les États-Unis, en disant à un moment donné, on a comme ça 2 pays qui, pour des raisons différentes, ont le sentiment qu'ils ne pèsent plus, qui ne sont plus des acteurs de fond dans le monde. Oui, or par nature universelle. En France, c'est vrai qu'on peut dire, on peut se demander aujourd'hui si les intellectuels français aujourd'hui, qui sont ceux qui comptent dans les sens intellectuels qui influencent le monde. Marcel Gauchet soulignait que la France intervient au Mali, mais elle intervient avec des avions que les Américains lui donnent un coup de pouce. Donc il y a ce sentiment d'être une ex-grande nation qui avait une influence et qui ne sait plus très bien comment récupérer cette influence, mais qui est toujours en train de fonctionner sur les vieux systèmes et les vieux schémas. Est-ce que, pour revenir à ces affaires, est-ce qu'elles ont quand même permis le débat d'idées? Oui, bien sûr, bien sûr. Ceux qui sont victimes des affaires, et d'abord François Fillon, n'arrête pas de dire mais on ne me parle que de ça et le reste. Alors premièrement, on a parlé énormément programme. On a même parlé programme à ne plus savoir qu'en faire. Être candidat à la présidence en France, c'est être candidat à l'exercice de tous les ministères et tous les secrétaires d'État. On est forcé de répondre sur le nombre de chevaux qu'il faudrait avoir dans les rats nationaux. On fait des choses d'une précision invraisemblable. Non, on a évidemment parlé du programme, beaucoup. Mais, comment dire, on a aussi parlé de ce que les Français demandent en premier à un président de la République dans tous les sondages. Et à 65%, c'est l'honnêteté. Donc avoir un débat sur l'honnêteté de la personne à qui on va confier les clés de la maison pendant 5 ans, c'est le pouvoir présidentiel le plus fort des pays occidentaux, le pouvoir présidentiel français, c'est quand même un vrai problème. Il n'y a pas que les programmes, il y a aussi ces problèmes d'honnêteté personnelle. Ils ont été présents dans la campagne et moi je trouve que c'est plutôt bien par rapport à des campagnes précédentes. Nous avions il y a 5 ans, notre dernière élection présidentielle. La dernière semaine s'était déroulée autour des
menu halal dans les cantines scolaires. Ne faisons pas comme si on avait une France qui avait de grands projets avant et qui ne les aurait plus aujourd'hui. Alors ce moment qu'on a vu, ce moment Poutou, comme je l'ai appelé, a aussi mis en avant un autre phénomène, c'est ces petits candidats, parce qu'on rappelle, ils sont 11, on parle souvent des 4-5 premiers, mais ils sont 11. Les 6 autres sont souvent inaudibles. Là, tout d'un coup, Poutou a vraiment trouvé, il s'est fait connaître dans la presse. Pour un moment. Pour un moment, en tout cas. C'est le moment où Arolien, après on saura dans une semaine quel aura été l'impact de ce moment. On peut prévoir. De ce moment Poutou. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a trop de candidats ou est-ce qu'au contraire, c'est le signe d'une démocratie vigoureuse qu'il soit 11 ? Mais prenons l'exemple que Macron et Mélenchon étaient des petits candidats. Donc en soi, il y a des petits candidats cette fois-ci qui sont devenus des grands personnages et des personnages qui vont peser sur l'élection. Donc à leur manière, oui, mais Mélenchon, personne ne pouvait savoir. On le considérait un peu comme un peu plus grand que les petits, mais maintenant il est devenu vraiment déterminant. Donc il y a quand même une place à se faire à certains moments. Ce vaste spectre politique, on a plutôt l'habitude en France. C'est vrai qu'une extrême gauche, une extrême droite, c'est pas nouveau sur le paysage politique français. Ce qui est nouveau, c'est qu'il soit audible, parce que ce changement, ce que je vous disais tout à l'heure, ce changement qui a presque déjà eu lieu, qui fait qu'on a des débats maintenant d'avant premier tour, c'est inédit dans la Ve République en France. C'est ça qui leur donne peut-être une voix qu'ils n'avaient pas, mais qui rappelle finalement qu'on aime débattre des questions de fond. On a un grand spectre politique et d'un point de vue démocratique, là on parlait de tous ces changements, de cette soif de changement, du fait que nous ne pouvons pas savoir comment la France va voter dans quelques jours seulement. Finalement, c'est la France qui est, pour revenir à ce que vous disiez, qui se redéfinit, qui réfléchit à ce qu'elle veut être, qui se questionne sur ce qu'elle est, quelle est sa place dans le monde, qu'est la France aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut être, qu'est-ce qu'elle souhaite devenir. Et c'est ça que les Français vont choisir entre 11 candidats très différents le 23 avril. Roland. Moi, j'ai quand même un doute sur l'utilité politique profonde de 2 candidats trotskistes et de 2 candidats farfelus, dont 3 même. On a un mode de désignation des candidats qui pose problème. Pour être candidat à la présidence, il faut avoir 500 signatures, en général d'élus locaux, des maires de petites communes qui ne s'intéressent pas à la politique. D'ailleurs, l'un des candidats, M. Lassalle, a signé, lui, pour la candidature de Philippe Poutou. C'est vous dire que... Voilà. Et moi, je dis que, pourquoi pas des petits candidats, mais un mode de désignation un peu plus démocratique. Moi, je ne sais pas, il y a des pays dans lesquels, pour faire des référendums d'initiative populaire, il faut 500 000, 1 million de signatures déposées en mairie et contrôlées. Ça me paraîtrait une barrière plus sérieuse que ces 500 signatures d'élus ruraux qui n'ont aucune idée sur rien et qui nous envoient ces petits candidats en campagne avec ce système. Alors là, pour le coup, hélas, unique au monde, où tous les médias, radio et télé, la presse fait ce qu'elle veut, la presse fait ce qu'elle veut, les réseaux sociaux font ce qu'ils veulent, mais à la radio et à la télé, ces 2 semaines d'égalité absolue sont pour simplement ridicules. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est très compliqué, effectivement, dans ces 2 semaines, de parler de cette élection. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais on sent bien que le cadre institutionnel qui a été dessiné par le général de Gaulle pour la Ve République était prévu pour une situation très claire. 2 partis, un à droite, un à gauche, une extrême droite, une extrême gauche un peu marginalisée, et on va aux élections majoritaires à 2 tours, scrutin législatif majoritaire à 2 tours, donc tout ça est d'une simplicité évidente si le système politique ressemble aux institutions. Mais quand le système politique implose et que les institutions ne sont pas faites pour ça, les primaires c'est très gentil, les primaires on fait comme aux États-Unis, mais résultat, les primaires ont dégagé les candidats les plus extrêmes de leur camp. Et donc, ce type arrive au premier tour, il ne représente qu'une fraction de son camp. Donc, tout ça ne fonctionne pas très bien. Les 500 signatures, c'était aussi un moment où les 4 candidats étaient des candidats de parti, il n'y avait pas de primaire, donc tout ça était assez simple. Donc tout ça est en train de changer, et donc ça change, et on verra bien où est-ce que ça nous emmène. Il y a des gens qui parlent de remonter tout simplement le plafond des parrainages. Ça ne changerait pas grand-chose. On est monté de 100 à 500 et ça n'a rien changé. Inédit aussi dans cette campagne, c'est le taux d'indécision à une semaine du vote de nombreux Français. Comment ? On comprend. Oui, on comprend. C'est vrai que après une bonne demi-heure d'émission, on commence à voir... Le fait est que cette indécision est quand même assez étonnante. La question qui se pose, c'est est-ce que les Français vont aller aux urnes ? Pourquoi faire ? Pour voter blanc, pour voter utile ? Est-ce qu'ils n'iront pas ? L'abstention pourrait battre des records, nous dit-on. On va faire un rapide tour de France. Ça va être compliqué, ça va être pas simple, cette élection présidentielle, de savoir pour qui voter. À ce jour, je ne suis pas d'accord avec grand monde. Il n'y en a aucun qui donne envie de voter pour lui. Et donc ? Je sais pas. On va voter blanc peut-être. Je suis noir, on vit une discrimination dans ce pays et puis il n'y a aucun candidat qui parle pour nous. Je ne me sens pas représenté là-dedans. Non, il n'y a rien qui me fait dire je vais voter pour toi. Non. Le monde politique il va mal en ce moment.
on entend tout et n'importe quoi. Et aller voter, oui, je vais aller voter, mais pour qui? Je suis incapable de vous dire. J'attends franchement plus rien du politique. J'ai voté la dernière fois, mais ça ne change rien. C'est pour ça que j'aime pas voter. Je suis déçu de ce paysage politique où sans arrêt il y a affaires, magouilles, continuelles. Donc on ne peut plus faire confiance à personne actuellement. Ils sont dans leur fauteuil doré, puis ils n'en ont rien à foutre de nous. Que ce soit la droite ou la gauche, que ce soit le Front National, je crois qu'ils sont tous dans le même pot, oui, pour moi. Le droit de voter à gauche, ça sert à quoi maintenant? Vous allez voter ou pas? Non, j'ai même plus envie de voter. Je ne vais pas perdre du temps pour être à la fin dégoûté, déçu. Je verrai déjà qui va rester au dernier tour. Je vais voter pour le moins pire. Est-ce que ça résume bien l'état d'esprit en France? Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle depuis une demi-heure de cette révolution démocratique qui attend la France, à quel point c'est finalement assez réjouissant, que ça donne un nouveau souffle, un changement qu'on attend peut-être depuis longtemps. Et en fait, on se rend compte que non, les gens ont l'air plutôt, et on entend juste une lassitude, un ras-le-bol. Les gens n'y voient pas tout ce dont on a parlé depuis une demi-heure. Peut-être que les Français sont râleurs de nature, peut-être que le jour du vote, ils iront voter massivement parce que justement le changement est à leur portée. Mais c'est vrai que le décalage entre ce que nous disions et ce qu'on entend est étonnant. Roland Carole ? Oui, il y a un décalage entre des propos convenus, les politiques sont nuls, ils s'en mettent plein les poches, ils sont insupportables, ils nous mentent. Il y avait même dans une étude qualitative un jeune d'une banlieue parisienne qui disait ils nous mentent tellement que on disait jadis en France voter est un devoir civique et ce garçon nous disait s'abstenir est devenu un devoir civique. Bon, il y a cette espèce de vague comme ça. Et en même temps, à 80%, les Français nous disent qu'ils sont intéressés par cette élection présidentielle. Et les taux d'audience des émissions de radio et de télévision qui portent sur la politique battent toutes leurs audiences. Donc il y a en même temps qu'un dégoût, parce que c'est le mot qui arrive en tête dans les sondages. Par rapport à la politique, le mot qui arrive en tête, c'est dégoût. Il y a ce dégoût, mais il y a aussi cet intérêt pour la politique qui est un des plus forts mesurés en Europe. Donc n'allons pas trop vite. Tous les pays se décident de plus en plus tard dans les élections. Les idéologies, les habitudes partisanes pèsent de moins en moins. On est plus consommateur devant le spectacle politique. On attend la fin pour oser dire pour qui on va se prononcer. Mais souvent, on le sait. Ce sont très souvent de faux indécis. Ce sont des gens, c'est comme quand le choix des prénoms des bébés dans un couple, on débat, il n'y a rien de plus intime. Et en même temps, on leur donne finalement toujours le nom que tout le monde aura dans la même classe, quoi. Donc, attention à cette fausse indécision. Il y a en même temps un vrai intérêt qui est en train de se structurer. Alors, l'intérêt pour la chose publique apparaît clairement. La seule chose qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on colle sur le dos de la démocratie tous les problèmes du système. C'est le fait que la France ne fonctionne pas bien. Ah, c'est la classe politique, c'est la démocratie qui ne fonctionne pas. Le fait que l'économie française stagne depuis, ça on peut mettre le curseur où on veut, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ah, c'est la démocratie que ça. Moi, je pense qu'il faut faire attention, il faut défendre les instruments démocratiques. Il faut défendre le système parce que l'autre système, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où il est, je ne sais pas comment ça marche. Et quand je vois ce qui se passe en Russie, ou voire même ce qui peut se passer aux États-Unis, etc., je trouve qu'il faut être très prudent, ça peut déraper très vite. C'est comme dans cette campagne, les attaques sur la presse, les attaques sur la justice, les attaques sur les contre-pouvoirs menés par des hommes politiques qui sont censés incarner la démocratie. Je trouve ça extrêmement dangereux et il faut contester et défendre. C'est pour ça que nous, en tant que journalistes, je pense qu'il faut défendre ce qu'on fait. Notre métier, on peut faire des conneries, excusez-moi du terme, on peut faire des bêtises, on peut se tromper, mais on fait partie quand même d'un équilibre qui est très important. Et aller demander aux gens qui vivent dans d'autres systèmes dans le monde ce qu'ils pensent de la démocratie, c'est ce qu'ils veulent. On va le faire. On va retrouver tout de suite notre correspondante de Radio-Canada, Alexandra Chaska, qui nous attend. Bonjour Alexandra. Les téléspectateurs de Kiosque vous connaissent bien. Vous étiez jusqu'à il y a peu la correspondante de Radio-Canada à Paris. Donc c'est un pays que vous connaissez bien, le système aussi. Mais est-ce que les Canadiens le connaissent bien aussi? Est-ce que cette élection intéresse, vu de chez vous? Je dirais oui et non. En fait, elle intéresse une certaine classe de gens, évidemment, mais la plupart des Canadiens ne savent pas très bien ce qui se passe. Les grands journaux, par exemple, aujourd'hui, à une semaine donc du vote, le grand quotidien anglophone Globe and Mail ne consacre à peu près rien à l'élection française, sauf un petit article sur l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen fascine jusqu'à un certain point, ça reste vrai pour tous les médias ici
ici. Mais en général, vous voyez, la presse, le grand journal francophone québécois n'a pas envoyé aucune de ses vedettes pour couvrir cette élection française. Alors oui, les gens connaissent donc Marine Le Pen parce qu'elle est venue ici récemment et elle a fait pas mal de bruit. Sa visite a fait pas mal de bruit. Jean-Luc Mélenchon aussi a fait une visite il y a quelques mois, donc les gens le connaissent un peu. Bon, il y a Emmanuel Macron, évidemment, qui commence à être un peu connu. Et je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure pourquoi. Mais ça reste quand même relativement superficiel. Et puis, on est très fatigué parce qu'on a consacré beaucoup d'énergie à l'élection américaine, évidemment. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles internationales dans nos journaux et c'était surtout Donald Trump qui a attiré l'attention. Les Français du Canada, on parlait, vous l'entendiez depuis New York, on parlait d'indécision. Est-ce que les Français du Canada, eux, savent à peu près pour qui ils vont aller voter? Non, je dirais que non. Je pense que le taux d'indécision, bien que, comme disait un de vos panélistes, c'est pas toujours vrai, cette indécision est parfois un peu factice, mais bon, moi j'ai fait un reportage justement il y a quelques jours là-dessus et j'ai parlé avec beaucoup de Français et j'ai l'impression qu'ils ne savent pas vraiment pour qui ils vont voter. Les noms qui reviennent le plus souvent, c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est les deux seuls votes dont j'ai entendu parler. D'ailleurs, je suis allée à une assemblée de fillonistes où Nathalie Kosciusko-Morizet était là, donc c'était peut-être la plus grande vedette française qui est venue ici pendant cette campagne, parce qu'il faut dire c'est quand même 60 000 électeurs, juste la ville de Montréal, la ville où il y a le plus de Français dans toute l'Amérique du Nord, donc c'est important. Mais Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas attiré les foules, la presse d'ici ne lui a pas consacré d'articles et n'a pas attiré de foule de Français non plus. Et même là, les gens me disaient qu'ils étaient indécis. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, Emmanuel Macron attire de l'intérêt beaucoup parmi les Français, entre autres parce qu'il y a une vedette locale, si vous voulez, qui s'est déclarée, qui travaille maintenant avec la campagne de M. Macron, et c'est Roland Lescure, qui était le vice-président de la Caisse de dépôt et de placement, la grande banque d'État canadienne. Et alors, il a démissionné de son poste pour se consacrer complètement au travail pour la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, le comité Emmanuel Macron est passé de 12 à 200 membres actuellement, et ils font beaucoup parler d'eux. Alors voilà les Français de Montréal. Merci. Merci beaucoup Alexandra. Bon week-end à vous depuis New York où vous êtes en week-end, vous avez consacré un petit moment, on en est ravis. Merci vraiment. Ce sera le mot de la fin, une rapide conclusion. Dans ce monde qu'on décrit régulièrement semaine après semaine dans Kiosque, un monde en mutation, mondialisation économique, ordre mondial géopolitique bousculé, ce déferlement du numérique dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais qui a joué sur la campagne aussi, les enjeux climatiques. Est-ce que cette campagne, et vraiment je vous demanderai de conclure d'un mot, est-ce que cette campagne a été à la hauteur ou pas ? À la hauteur, sans doute, oui, mais avec tout ce qu'elle amène, pour revenir à ce que disait Ziad, de nouveau, les attaques contre les contre-pouvoirs, tout ce à quoi il va falloir maintenant s'habituer en France, que nous connaissons depuis peu aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ça va être à vous maintenant. Et oui, bien sûr, la campagne a été à la hauteur, puisqu'elle présente les Français avec le changement qu'ils souhaitent. Béatrice ? Moi, je ne pense pas. Je pense quand même qu'il y a ce sentiment d'un jeu politique, d'un affrontement d'individus, et que globalement, ce qu'on retient, c'est ce côté un peu sale, un petit peu bizarre de cet affrontement entre les personnes. Donc, je pense qu'il y avait mieux à faire et que l'enjeu, maintenant, va être très important. Roland, votre conclusion ? Je crois que c'était une campagne intéressante et que celui qui sera élu, je ne dis pas celle, parce que je pense qu'elle ne sera pas élue, mais celui qui sera élu président a intérêt à avoir un mandat qui marche. Parce que c'est la dernière fois que, sans hésiter, on aura voté pour un démocrate. À partir de maintenant, s'il échoue, on entre dans une période de péril. Ziad, votre conclusion, rapidement. Moi, je pense qu'il y a un besoin de réinventer le rêve national, le rêve français. Il faut que quelqu'un l'incarne, il faut que quelqu'un bouge tout ça, de dire que la France a un avenir dans l'Europe, mais la France a un avenir dans le monde, la France a un avenir dans son sud, par exemple. Elle existe, elle est relativement forte, elle est que ça, et qu'il faut incarner ce son-là. Et ce qui m'a un peu frappé dans toute cette campagne, c'est pour ça que j'espère que c'est la fin d'un cycle, c'est que ce son est faible. Le son sur l'énergie française est faible. Il faut donner du son sur l'énergie française.
Merci beaucoup à vous quatre pour votre conclusion. Je vous propose qu'on donne le tout dernier mot de la fin à Dilemme, exactement comme toujours, parce que la France est dans le monde et le tour du monde aujourd'hui, c'est avec lui qu'on va le faire. Regardez ce premier dessin, États-Unis, Corée du Nord, à 2 doigts d'une guerre. Ces doigts sont ceux de Donald Trump et de Kim Jong-un. Le régime de Pyongyang se dit prêt à la guerre alors qu'un porte-avions américain se positionne vers la péninsule coréenne. On nous prédisait un possible début de 3e guerre mondiale pour ce week-end qui visiblement n'a pas eu lieu. Va me chercher mes boules qui ordonne ce combattant du groupe État islamique en Afghanistan à l'approche de la mer de toutes les bombes, le surnom de la plus puissante bombe non nucléaire de l'arsenal américain, bilan 100 de morts. Autre bombardement américain en Syrie la semaine dernière et le président russe remonté contre Donald Trump. Il m'a bousillé mon hologramme, se plaint Vladimir Poutine en désignant un Bachar al-Assad carbonisé. Les Turcs se prononcent en ce moment même sur le référendum contesté destiné à renforcer les pouvoirs du président. Recep Tayyip Erdogan, traité ici de dictateur. Aïe, ils connaissent déjà le résultat du vote. Et pour finir, en Iran, le retour de Mahmoud Ahmadinejad. À la surprise générale, l'ancien chef de l'État s'est porté candidat à la présidentielle. Scrutin en Iran le 19 mai prochain. Et scrutin en France, premier tour, dimanche dernier. Merci pour votre analyse. Merci d'être venu dimanche prochain, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ça? Dernier. Ah bah, je vais un peu. Ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est dimanche prochain. Les Français iront aux urnes. Ça vous laisse une semaine pour nous faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain.